Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à la plus légendaire des youngtimers allemandes, conçue dans l'antre de BMW Motorsport. La BMW M3 E30. Il n'a été fabriqué qu'à 786 exemplaires. C'est devenu vraiment un collector. Si François Alain, notre expert automobile, a acheté ce cabriolet d'exception à un prix intéressant, il va en revanche devoir relever un défi titanesque. Le défi que je dois relever, c'est de la rénover en 10 jours seulement. Pour se lancer dans ce marathon mécanique, François Alain peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Et où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? Bah, c'est super dur à trouver, ce truc. Le challenge est plus que risqué pour François, vu l'étendue des travaux. C'est vrai que c'est une sale gueule. C'est pas propre, hein. Surchauffe moteur. Ça tourne pas très rond, tout ça. Problème d'injection. Là, pour l'instant, tout ça, vraiment, c'est à changer, François. Alternateur boiteux. Ah ouais, d'accord, il tient même pas. Il tient à peine. Carburation en bout de course. À l'oreille, si je suis pas trop mauvais, on doit y être. Compartiment moteur piqué par le temps. Franchement, c'est bluffant. Capote électrique HS. J'appuie sur le bouton. Et là, il se passe rien. Bref, un chantier à haut risque qui va provoquer quelques sueurs froides à François. Comment je fais, moi? Je sais, mec, qu'est-ce que tu veux, je suis pas magicien encore. Hein. Et à son expert qui a accepté de croiser le fer avec cette BM d'anthologie qui a marqué les 80s. Là, je commence à me dire pourquoi j'ai pris ce chantier. Alors François Alain réussira-t-il à restaurer et à vendre son cabriolet en 10 jours top chrono? Non, c'est la merde, là. Je vais devoir dire à François qu'on pourra pas livrer sa voiture dans les temps. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Eh, ta voiture, c'est un sapin de Noël, hein. Aujourd'hui, je m'attaque à un mythe allemand, une véritable youngtimer qui représente la délicieuse décadence des années 80. Il s'agit bien évidemment d'une BMW. Et ça n'est pas n'importe laquelle, c'est une version avec un grand M, comme Motorsport. Et en plus, c'est un cabriolet, la M3 E30. La BMW E30 apparaît en 1982. Elle a pour but de succéder à la première génération de série 3, la E21. Elle devient rapidement un succès pour la marque Alelis qui va la décliner dans de nombreuses versions, dont la plus puissante, la 325i. C'est une époque où BMW veut créer une voiture pour la compétition en groupe A. C'est la série E30. Il ne reste plus qu'à fabriquer un moteur suffisamment puissant, ce sera le rôle de BMW Motorsport qui va relever le défi et donner naissance à la M3 qui est aujourd'hui encore une icône. C'est au mois de septembre 1985 que la M3 est présentée au Salon de Francfort. Cette M3, première du nom, a été produite à plus de 17 000 exemplaires. Elle sera déclinée en coupé et en cabriolet. La M3 E30 va connaître plusieurs évolutions majeures dans sa carrière, avec, en 1987, l'évolution 1, puis l'évolution 2 en 1988 et la Sport Evolution en 1989. Avec son look de youngtimer de rêve, la M3 E30 est restée incontestablement l'emblème de l'image sportive de la marque. Une auto qui laissera une trace indélébile chez les amoureux des années 90. Preuve en est les nombreuses vidéos qui inondent YouTube. Et une BMW M3 E30 cabriolet, j'en ai trouvé une. Celle-ci est de 1987. Alors ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles pour pénétrer dans l'antre de Motorsport de BMW. Ce cabriolet sportif bavarois a de quoi faire pâlir ses concurrents de l'époque, avec ses 4,34 m de longueur, 1,68 m de largeur, 1,27 m de hauteur et 1,360 tonnes sur la balance. À l'extérieur, une ligne sportive et agressive avec ses ailes élargies,
ses bas de caisse et son spoiler, sans oublier ses belles jantes de légende BBS. À l'intérieur, des sièges baquets pour le maintien en conduite sportive et un vol en 3 branches. Côté mécanique, tout est revu et corrigé par Motorsport. Un train avant avec triangle inférieur, ressort hélicoïdaux, amortisseur télescopique et barre stabilisatrice. À l'arrière, un train à triangle oblique, ressort hélicoïdaux, amortisseur télescopique et barre stabilisatrice. Pour le freinage, des disques à l'avant ventilés et disques pleins à l'arrière. Moteur 4 cylindres en ligne 16 soupapes à double arbre à cam en tête de 2302 cm3, alimenté par une injection électronique Bosch développant 200 chevaux. Boîte de vitesse Getrag avec première en bas typique DM3. 0 à 100 en 7 secondes 3. Vitesse maximum 233 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle Allemande. Reste maintenant à savoir où et comment il l'a dégotée. Et cette BMW M3 E30 cabriolet, je l'ai acheté à un ami qui était assez pressé de la vendre, car il part s'installer dans le nord de l'Europe, dans un endroit où effectivement le cabriolet, c'est pas le véhicule qu'on utilise tous les jours. Il m'a fait une fleur, il me l'a vendu 75 000 €. Et aujourd'hui, c'est pas si cher que ça parce que la cote n'arrête pas de grimper. Car il n'a été fabriqué qu'à 786 exemplaires. C'est devenu vraiment un collecteur. Si en achetant cette sportive bavaroise, François a fait une belle affaire, il a décidé de corser son projet et de se lancer dans un sacré défi. Le défi que je dois relever, c'est de la rénover en 10 jours seulement. 10 jours pour rénover ce Youngtimer. D'ailleurs, on dit Youngtimer, mais en fait, c'est plus un Youngtimer, puisqu'il a déjà largement dépassé le cap des 30 ans. Donc c'est devenu une véritable voiture de collection. Et dans 10 jours, il y a une concentration spécialisée pour ce type de voiture où là, je vais trouver à tous les coups le bon acheteur. Avec cette M3 E30, François semble en totale confiance sur une vente potentielle. Voyons si la cote conforte son impression. Alors au niveau de la cote, c'est très simple. Aujourd'hui, cet exemplaire vaut entre 90 et 100 000 €. Évidemment, si on achète une version coupée, on en trouve à moins cher, ça démarre à 65 000. Et certaines versions très rares qui ont été préparées, qui sont un peu exceptionnelles, peuvent atteindre jusqu'à 200 000 €. La valeur marchande de cette pépite a de quoi séduire un potentiel acheteur. Mais avant de se projeter dans la future vente de sa BMW M3 E30, il est temps de passer au sujet brûlant, le diagnostic. Là, la voiture, objectivement, elle présente plutôt pas mal. La carrosserie est bien, un bon lustrage, ce sera parfait. Autre détail très important sur ce type de voiture des années 80, les fameuses jantes BBS qui font effectivement le look de la voiture. Ça vaut aujourd'hui 4 000 € le jeu. À ce prix-là, on va pouvoir faire une petite rénovation parce que c'est vraiment un des éléments fondamentaux sur le look de cette voiture. J'ai un petit souci à l'arrière sur le coffre. Les vérins de coffre sont à changer. Parce que manifestement, ça ne tient pas. Plus compliqué par contre. La capote, elle est électrique, mais elle ne fonctionne plus. Donc là, il y a plusieurs sources possibles. J'espère que ce sera la moins onéreuse. Évidemment, c'est mon intérêt. À l'intérieur, un bon gros nettoyage complet, ça fera l'affaire. Les cuirs sont en parfait état, le tableau de bord aussi, donc j'ai pas trop d'inquiétude. L'autre inconvénient, c'est le tableau de bord. Ça ressemble un petit peu à Star Wars. Ça, c'est plus embêtant. Si jusque-là le check-up de notre Allemande ne présente pas de gros points noirs, qu'en est-il du cœur mécanique qui sommeille sous le capot? Alors évidemment, le fameux moteur BMW doublé du M de Motorsport. La barre anti-rapprochement, c'est un accessoire d'époque. C'est pas d'origine. C'était fait pour rigidifier la voiture. Ça laisse supposer qu'un précédent propriétaire a sans doute relativement envoyé avec la voiture, ce qui n'est pas forcément toujours très bon signe, d'autant que là j'ai manifestement une perte de puissance. J'espère que ça n'est pas bien grave et qu'un check et une bonne révision suffiront et que je n'aurai pas une mauvaise surprise derrière. Le diag se termine avec un gros focus mécanique. La tâche s'annonce donc ardue pour notre expert, qui doit terminer cette restauration en 10 jours chrono. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa BMW M3 E30 de 1987.
À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Stéphane, ce vorace de la restauration et de la mécanique automobile, a 38 ans d'expérience en rallye et un palmarès vertigineux. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de youngtimer est toujours en quête d'authenticité et de travail bien fait. Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent est bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique qu'il a révélé. Et enfin, Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour se passionner de voitures européennes. Ta ta na 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 na. C'est François qui chante, hein. Bon, ça c'est sûr, il en fera pas un métier, hein. Surtout pas en allemand, je sais même pas si c'est parlé allemand. Je me suis dit, c'est une voiture allemande, c'est sûr. Mais après, laquelle? Donc c'est une voiture allemande. Allemand. Alors évidemment, vous savez qu'en voiture allemande, il y a quand même quelques marques. BM, Mercedes, Audi, après des marques anciennes, c'est ancien? Ça pourrait. C'est une marque avec 3 lettres qui a commencé par l'aviation. Alors, BMW. moi j'opte BMW. Ouais, moi je prends la BM aussi. Le logo BM, c'est typique l'hélice d'un avion. Donc voilà, c'est BM. Alors c'est effectivement BMW. Je sais que vous êtes tous les 4 friands de ce type de voiture. Oh oui. C'est une voiture des années 80. 80. Il y en a pas mal, hein. Les années 80, les années 90, on est dans une timer. Donc ça, c'est ma cam. Sportive. C'est une sportive sur la base d'une voiture classique. C'est une série 3 ou une série 5, de toute façon. Une 323. Encore mieux que ça, c'est un cabriolet. Un cabriolet. Cabriolet, oula. Ouais, attends, il y en a pas beaucoup là. C'est un E30. 325i. Ouais, 325. 325 et cabriolet, Version ouais, M3. M3. En M3. M3 cab. C'est un E30 M3 cabriolet. Déjà, elles sont super rares, super recherchées. Et c'est pas donné. Il y a une M3 cab E30 là-dedans. Tu me crois pas? Je te crois pas. Attends. Attention les yeux, vous êtes prêts? Vas-y, Ouais. vas-y. C'est chaud. C'est chaud. Elle est grise ou noire? Oh putain. Attends, présent. ouais. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? Bah, c'est super dur à trouver, ce truc. La découverte de cette M3E30 vient de planter au sol tous nos restaurateurs. C'est dans un silence de cathédrale que François peut commencer son diag. Il faut faire un check-up complet, évidemment. Il y a apparemment un problème de chauffe et il y a un voyant qui s'allume. Le moteur manque un peu de patate. Ah tiens, il manque un peu de ça puissance. commence. Il y a quelques petits soucis électriques sur la voiture, sur le système de capote électrique, enfin voilà. François, il parle pas beaucoup de ce problème de capote électrique, mais c'est un sujet quand même assez important à relever parce que ça soit le mécanisme de capote ou que ça soit le boîtier électronique qui va gérer ça, les deux sont très durs à trouver. Et il y a les jantes BBS de ce modèle-là. Je pense qu'il y en a au moins une sur les 4 qui est légèrement fuyante. L'intérieur est plutôt pas mal du tout. Carrosserie, elle a l'air bien. Carrosserie, elle est plutôt pas mal. Donc c'est pas une restauration. On est dans une remise en route rénovation. En échange, j'ai un délai très court. Quel délai très court. C'est 10 jours. Ah, dis quoi? Non, 10 jours. 10 jours. Parce que je dois la présenter dans une manifestation dans 10 jours. C'est pas 8 heures par jour qu'il va falloir faire. 10 jours, c'est pas jouable. Alors, il y a 10 jours et 10 nuits, ce qui fait déjà 20, ce qui est déjà un peu plus raisonnable. Si ce délai de 10 jours a de quoi semer le doute chez certains, d'autres, en revanche, sont déjà bien chaud bouillants. Moi, je te propose qu'on commence dès aujourd'hui. Ouais, Tu fermes le conteneur, Ouais. je le prends tout de suite. d'accord. calme-toi. Ah, calme-toi. vous voyez les garçons? Attends, redescends. Mais et si le bénévolat, ça l'intéresse, il fait comme ça? Oui, hein. Attends. Vu le stock de pièces que j'ai de E30, je pense que c'est pour moi. Bon, Manu, c'est sûr qu'il est chaud pour cette voiture. C'est sa cam aussi, comme moi. On est à peu près de la même génération, donc ça va se batailler entre lui et moi. Sur ce coup-là, François aura réussi un coup de maître. Un début de combat entre les deux coqs de la restauration automobile, juste avant le chacun son tour. Voyons qui va prendre l'avantage.
Tu fermes, je la prends tout de suite. Tu fermes les portes, elle est à moi. Non, il faut partager avec les Non, petits non, copains. non, non. Messieurs, elle est à moi. Non, calme-toi, Manu. Allez, monsieur Vince, à ton N'y tour. va pas, n'y va pas. Si. Il va pas. Enfin, franchement, elle est belle. Hein. Putain, mais t'as sorti ça d'où? Parce que C'est mon carnet d'adresse. les jantes, elles sont piquées par contre. Hein. Tu sais qu'il y a 2 jours de travail là, qu'on fasse les jantes entièrement, correctement. Intérêt à mettre la main à la Mais pâte. t'inquiète pas, je vais aider. Carrosserie, c'est vrai qu'elle est propre. Ouais, félicitations, tu nous as sorti un truc là, on n'en voit jamais. DE30, pas des masses. On n'en voit Voilà. pas des masses. En cab. Fin du tour du proprio pour nos experts. La BM aura fait un carton plein. C'est le moment idéal pour lancer les enchères. Moi, avec les heures sup et tout, 19. C'est un premier prix, mais c'est pas possible. Moi, je vais dire 18. Ouais. Et après, j'attends Manu et... non, j'attends la fin, moi. Non, les deux, là, chaud bouillant, là. Tu vois, je les sens tellement chaud. J'attends. Manu, je t'ai senti effectivement chaud comme la braise, c'est le moment de le montrer. 15. Ah ouais, direct. Alors Vincent, tu proposes quoi? 14. Stéphane. 13 900. 13. Michel. Moi, je te fais un dernier truc, mais c'est vraiment le coup de poker. 12 000. Donc j'ai une proposition à 12, les garçons. Est-ce qu'elle descend sous le soleil de Marseille? 11 500. 11 500. François jubile, il a réussi son pari, celui d'embraser l'arène des enchères. Alors, quel gladiateur va relancer cette guerre des prix? 11 000. 11 000. Manu, ne réfléchis pas trop longtemps. Ça va t'échapper. 10 500. 10 500. Écoute, moi j'ai un truc. 10 jours. 10 000. 10 jours, 10 000. Non, là, donc Stéphane. J'arrête. Donc vous êtes plus que 3. Michel. Non, c'est mort. Donc vous êtes plus que 2. Vince et Manu vont donc se faire face pour ce duel final. Alors, qui des deux va l'emporter? Manu, Vince est à 10. Est-ce que tu me fais une contre-proposition? Non, je m'incline, là. Je peux pas. Là, je te laisse, parce que franchement... Donc là... Merci Manu. Mais attends, ça veut dire que c'est bon? 10 000, on signe là? Allez. C'est donc Vince qui remporte le chantier pour 10 000 €. Ajouté aux 75 000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 85 000 €. S'il parvient à rénover sa BMW M3 E30 en 10 jours chrono, il pourra potentiellement la vendre pour 90 000 €. Il dégagera donc un joli bénéfice de 5 000 € pour une prochaine restauration. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Premier jour de travaux, la BMW M3 E30 est bien arrivée au garage avec à son bord Vince qui est tout excité après avoir remporté les enchères. De quoi intriguer Dylan, son jeune bras droit. Putain, quelle caisse. Cette bagnole là, c'est incroyable. Tu joues à quoi là? Parler tout seul? Comment ça, je joue à quoi? Tu vois pas, vu ce que je fais là? Tu parles de la voiture? Oui, je parle à la voiture parce que je l'aime bien cette caisse. Remarquez, regarde, le pommeau, la première en bas, les aiguilles rouges, le compteur M. M330, tu kiffes quoi? Et du coup, tu lui parles? Du coup, je parle et je pensais à Manu qui n'a pas eu l'occasion d'avoir cette voiture dans les mains. Donc, une petite pensée pour lui quoi. Par contre, ouais, la mécanique, je sais pas si elle est à hauteur du reste de la voiture. On va voir ce que ça donne. Ouais, parce que je te dis la vérité, hein, qu'on a 10 jours pour faire la voiture. Non, Si, il y a 10 jours pour la faire. Mais apparemment, elle tourne. Le délai des 10 jours vient de mettre un petit coup de fièvre dans tout l'atelier. Ah, c'est pas à la hauteur du reste de la voiture. Hein. C'est clair qu'en découvrant le compartiment moteur, Vince et Dylan ont remarqué qu'il était bien piqué par le temps. C'est vrai que c'est une sale gueule. C'est pas propre. Hein. Et ça, c'est quoi? Ouais, bon, bah, la part anti-rapprochement, c'est pas l'origine, mais bon, ça apporte quand même un plus au niveau rigidité, efficacité dans la tenue de route. C'est-à-dire que c'est un plus. Mais là, j'avoue, c'est cracra, quoi. Tu me la démarres? On va voir si ça tourne rond déjà. Si le contrôle visuel du 4 cylindres en ligne a réservé son lot de mauvaises surprises, Vince croise les doigts pour que le démarrage moteur se passe sans accroc. Eh, ta voiture, c'est un sapin de Noël, hein. T'as la batterie, check, inspection. Va falloir régler ça, hein. C'est loin d'être terrible. T'entends?
Le petit bruit de poulie. Ça tourne pas très très rond tout ça. Regarde comment le moteur il boite. Vince a raison. Ce démarrage moteur a de quoi faire peur. Et à première vue, certains organes mécaniques provoquent même des palpitations chez Vince. Alors, le câble d'accélérateur, il est retenu par rien du tout. L'alternateur, regarde, c'est ça en fait, c'est ça le bruit qu'on entend. Ah ouais, d'accord, il tient même pas. Il tient à peine là. Oh la vache, il est mort de chez mort le truc. En fait, l'alternateur, il devrait être comme ça, sans bouger, la courroie bien tendue. Et ici, on a des caoutchoucs qui amortissent forcément les vibrations. Et là, les caoutchoucs sont complètement HS. Du coup, il se met complètement en travers là, et ce qui détend considérablement la courroie. Voilà, là, je peux tourner l'hélice de l'alternateur. Et la courroie, elle est tellement peu tendue qu'il tourne dans le vide. Donc, faut imaginer le moteur en route. Ça fait pas du tout son travail. Ici, c'est pareil. Voilà, la pompe à eau, elle tourne dans le vide. Donc, le moteur chauffe. Donc, la pompe à eau, elle tourne pas correctement. L'alternateur, il charge pas la batterie correctement. Donc là, c'est inévitable, on remplace. Avant, on va s'assurer que le moteur il soit vraiment en bonne santé, quoi. On va prendre des compressions de ce moteur déjà, puis après, on verra pour l'injection, pour l'allumage. Avant de s'attaquer aux compressions du moteur, nos deux cracks de la mécanique déposent le capot et découvrent le moteur dans son intégralité. C'est quand même un M3, 200 chevaux, sur 4 cylindres, c'est énorme pour l'époque. L'époque, c'était vraiment la seule voiture, je crois, qui concurrençait celle-là, c'était la Mercedes de l'I316. Ah ouais? Et ils avaient fait à l'époque des comparatifs sur circuit entre la Mercedes et la BMW juste. Et ce serait cool d'ailleurs de refaire un comparatif comme ça. Bon, pour qu'on s'assure que le moteur il soit vraiment en bonne santé, mécanique, interne, on va dire, on va prendre les compressions. S'il y a moins de 10 bars par cylindre, c'est qu'on a un souci soit de segmentation ou soit un problème de culasse. Et ça, je voudrais vraiment qu'on s'assure de ça tout de suite, parce qu'en 10 jours de temps, il faut vraiment qu'on anticipe les choses. Avec Vince, l'anticipation est le maître mot quand il restaure une caisse. Et encore plus avec un délai aussi court. C'est donc à coups de clé et d'huile de coude Ok, super, impeccable. que nos deux mécanos déposent la barre anti-rapprochement. La rampe d'allumage. Bon, il a l'air en bon état. Ouais. Vient ensuite la dépose des bougies bien encrassées qu'ils devront changer. Vince pointe dans la foulée le compressiomètre sur chaque puits de bougie. C'est parti pour le test du premier cylindre. Ok, génial. On a 10. Avec cette valeur, la compression du premier cylindre est optimale. Reste à tester les 3 autres cylindres. Et bonne nouvelle, tous les voyants sont au vert. Ok, Bon alors, c'est tout bon? nickel. Bah écoute, Franchement, j'en espérais pas moins là, c'est très très bien. Après cette bonne nouvelle, reste à poursuivre l'auscultation du moteur. Pour ça, ils enchaînent avec la pose des 4 bougies flambant neuves et passent direct au test de l'admission d'air dans les cylindres. Donc là, sur ce modèle-là, sur les M3, tu as un papillon par cylindre. Si Vince insiste sur ce point, c'est que sur cette BMW, l'admission d'air est une question de précision. Chaque cylindre dispose de son propre papillon d'admission afin de doser la quantité d'air qui ira dans chaque cylindre. Comment ça marche? Au niveau de la tubulure d'admission, il y a 2 boîtiers d'admission. Un boîtier avec les 2 papillons ou volets d'admission pour les cylindres 1 et 2. Un autre boîtier identique pour les cylindres 3 et 4. Chaque boîtier est actionné par une biellette. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, le câble d'accélérateur vient agir sur 2 biellettes pour ouvrir les 4 papillons d'admission et laisser plus d'air entrer dans les cylindres. Pour avoir un fonctionnement moteur parfait et en obtenir les meilleures performances, il est impératif que les 4 papillons s'ouvrent et se ferment en même temps. C'est ce que l'on appelle la synchronisation des volets d'admission. C'est-à-dire que quand j'accélère, ça ouvre les 4 papillons. S'il y en a 2 qui ne s'ouvrent pas en même temps que les 2 autres, on va avoir des problèmes de réglage. Soit trop de dépression, soit pas assez de dépression, donc la voiture va cafouiller et ça va mal se passer. S'il y en a qu'un sur les 4 qui déconne, soit on a un papillon qui est abîmé ou qui n'est plus dans son axe, ou soit on a un problème sur l'injection.
Dans un premier temps, on va tester les dépressions qui sont ici. Pendant que Dylan remet la rampe d'allumage, Vince sort un appareil de test de synchronisation des papillons d'injection et le relie à chaque pipe d'admission. Comment ça marche? Tu as un anneau par cylindre. Donc dans la pipe d'admission, il y a de l'air, ça fait des pressions, ça va nous remonter une information ici. L'idée, c'est que les 4 aient les mêmes valeurs. On ralentit, et quand on accélère, il faut que les 4 aiguilles montent de la même manière. Allez, c'est parti. Pour ce test, Dylan se met au volant et Vince pose son regard aiguisé sur les manos. Vas-y, accélère. Alors, ça dit quoi? Celui-là, il se recalibre bien. Celui-là, il descend pas. Tu vois? Visiblement, le test des papillons d'injection met du plomb dans l'aile de la BM. De quoi contrarier le plan de vol de Vince. Là, on a un problème un peu plus sérieux, là. Là, je commence à me dire pourquoi j'ai pris ce chantier. Dylan, on va pas perdre plus de temps. On va démonter l'admission. Au moins, si on voit quelque chose d'autre en interne, on va tout de suite voir si lui, il est grippé. Nos spécialistes poussent donc plus loin l'expertise avec la dépose du collecteur d'admission. Le collecteur permet de bien répartir l'air dans les cylindres moteurs et améliore ainsi la combustion interne au sein de chaque cylindre. Reste à Vince à poser son œil de spécialiste sur les papillons. Bon, alors là, on a l'accès direct au papillon. Bah, tiens, d'ailleurs, regarde. Je l'ai à peine touché. Ouais. La durite, elle est complètement cuite. Bah voilà. Bah ça peut nous causer un gros souci. Donc tout ça, va falloir qu'on y remédie. Je t'ai lancé là-dedans, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai accepté moi, cette connerie. Plus Vince avance sur le diag mécanique de la BM et plus le doute s'installe dans sa tête. Allez Vincent, c'est pas le moment de flancher. Faut avancer avec la dépose de la courroie d'alternateur. Courroie qui est pas scellée. Mais bon, dans le budget, on va changer les courroies, on va en mettre des neufs comme... Parce qu'une courroie, c'est comme un pneu, passé 5 ans, 5-6 ans, le caoutchouc commence à craquer. Vient ensuite le démontage de l'alternateur. On n'a pas résolu notre problème moteur. On a déjà avancé. On a déjà un petit peu avancé, ça c'est sûr. On a éliminé quelques suspicions. On va établir un listing de ce qu'il faut que je commande en priorité, puisque si on n'a que 10 jours, là on a 10 jours pour faire cette voiture. Franchement, je crois que je me suis un peu enflammé. Là, le temps, il va être très compté. C'est plus la passion et l'histoire que j'ai avec cette voiture-là qui m'a dit de faire ça. Mais là, 10 jours, ça va être très, très, très compliqué. Maintenant qu'on en est là, pas le choix, hein, on y va. Hein. Il va falloir la faire, cette voiture. Avec allumage, c'est bon. C'est clair que pour arriver au bout de ce marathon, va falloir être bien organisé et bien gérer son stress. Là, le J1, il est terminé. Là, au J10, il faut qu'on ait fait tout ça. Troisième jour de travaux. C'est sur les routes de campagne enneigées qu'une mythique 4L avec à son bord François se rend au garage de Vince. Monsieur Vince, comment ça va? Ça va bien et toi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'était 10 jours le délai, tu sais? Ouais, plus que 7 jours, si tu veux vraiment. Raison de plus. Bon, allez, ramène-moi, allez. Je sais qu'il y a un rassemblement Youngtimer dans pas longtemps qu'il faudrait tenir absolument ce délai, qui veut absolument y aller avec la voiture pour trouver un potentiel acheteur. On espère que ça va bien se passer. C'est avec impatience que François suit son mentor dans son atelier pour découvrir l'état des travaux sur sa BM. Et c'est par la mécanique qu'il ouvre le bal. On a commencé par prendre des compressions du moteur, pour voir s'il était quand même en bonne santé ton moteur. Ouais. Ça va, tout va bien là-dessus. Donc déjà, on a une bonne base. Tu sais que ce moteur, c'était un fameux moteur. Bon, déjà, moteur sport, évidemment, c'est le département compétition de BM, mais surtout, ce moteur-là, à la base, il avait été conçu pour faire de la F2. C'est quand même un moteur qui avait vraiment des gènes de compétition, d'asphalte. Bon, à part ça, on avait des petits soucis, ça cafouillait, on l'a mis en route, ça cafouillait, ça couinait. Bon, alternateur, il était complètement en vrac, les courroies sont mortes. On a beaucoup de durites qui sont, avec le temps, séchées. Normal. Le caoutchouc, c'est une matière qui vieillit. Comme les pneus. Comme les pneus, c'est la même chose. Bon, alors après, on a checké un peu l'injection. On a démonté, on a vu, bon, tout ce qui est joint, voilà, pareil, c'est cuit. Normal. Les joints, les semelles de type d'admission, les injecteurs, on les démonte de la rampe. Je vais les envoyer, justement, faire contrôler avec le bon vent. C'est mieux. C'est mieux. Sous pression, etc. Comme ça, au moins, on est sûr du truc. Par contre, ce qu'on a remarqué en faisant pisser les injecteurs, c'est la qualité de l'essence. Qui est pas bonne. Ah bah, je vais te montrer.
Pendant l'absence de François, Vince a donc testé les injecteurs. Pour rappel, l'injecteur est une pièce maîtresse du moteur. Elle a pour mission de pulvériser le carburant sous forme de jet atomisé au moment de la fin du cycle de compression. Pour réaliser ce test, il a démonté la rampe d'injection et fait cracher les injecteurs dans un bocal. Verdict, les jets sont similaires, mais l'essence en sortie d'injecteur est pleine de dépôts. Il est temps maintenant pour notre jeune expert de montrer à François le résultat de son test. Ça sortait comme ça. Ouais. Donc tu vois, C'est moyen, ouais, c'est pas terrible, ouais, c'est clair. Pour comprendre, Vince a en effet vidangé le réservoir d'essence. Et là, surprise. Ce qu'il en est sorti, Ah oui, voilà. oui, forcément, Tu oui. peux voir un peu, Ouais. t'as vu dans le fond, toute la merde qu'il peut y il y a avoir. un peu de dépôt, ouais. Je pense que l'essence qui est dedans déjà est très vieille, Ouais. mais qu'en plus de ça, ça n'a pas été entretenu. Ouais. Ça, c'est de l'essence que j'ai été chercher à Oui, la station. ça n'a pas grand-chose à voir. Donc ta voiture, elle pourra jamais tourner correctement déjà avec un carburant comme ça. Si l'essence remplie de dépôts faisait tousser le 4 cylindres en ligne, il y a un autre élément que Vince tient à checker. On a nos injecteurs, 1, 2, 3, 4, et on a ces petites platines-là, là, Ouais, tu vois, qui font office de joint. ouais, Ça, c'est une grosse maladie aussi, avec le temps, ouais. ça sèche, et tu vois, les joints, il n'y a même plus de morceaux. Plus office. Non. Ouais, ouais. Donc ça fait prise d'air. Donc entre ça, Forcément, les ça peut filtres, pas marcher voilà. au mieux. Là, pour l'instant, tout ça, vraiment, c'est à changer, François. Hein. Ah bah c'est clair. J'ai tout recommandé en neuf. On va démonter les injecteurs, je peux Ok. les envoyer. Pour cette opération, c'est François qui s'y colle en délogeant d'abord les platines de la rampe d'injection. Voilà, ça y est. Voilà. Ok. Un injecteur, c'est la version plus pointue, plus évoluée du carburateur. Et ça permet un meilleur mélange air-carburant qu'avec un carbu qui n'était pas très précis, ça demandait beaucoup de réglages. Ça permet d'avoir une qualité de mélange optimum. Après cette piqûre de rappel sur le rôle de l'injecteur, Vince peut enchaîner avec la dépose de la rampe d'injection. L'essence arrive d'un côté, passe par le régulateur, régule bien la pression qu'il faut donner aux injecteurs, et le surplus, il est renvoyé au réservoir. Voilà. Bon, maintenant qu'on a démonté ça, Mhm. les injecteurs, ils partent au contrôle. Nickel. Ça part au nettoyage. Ok. Et les semelles, c'est Ça, les poubelles. semelles, il faut on en met des neuves. ouais, faut les changer. Ok. Ok. À peine le temps de souffler avec les injecteurs que notre restaurateur embraye avec les autres points qu'il avait repérés lors de son diag. Nos petits papillons qui sont là pour Ouais. tester. Donc, on avait une durite qui arrivait ici, Mhm. au régulateur de pression, qui Ouais. était un petit peu fendu. D'accord. Donc, forcément, ton ralenti, etc., tout C'était pas bon. vacille. Bien sûr. On va s'occuper de notre petit alternateur. Ouais. Régulateur à remplacer, Ouais. du charbon à remplacer, Comme souvent. Ouais. principalement les cylindres blocs. D'accord. Qui ont pris dans la gueule avec les années. Au travers bien sûr. traitement. Bon là, avec le froid, j'ai du mal à les faire bouger, mais si tu veux, sur la voiture, l'alternateur, tu le prenais comme ça, quoi. C'est clair que lors du démarrage de la BM, l'alternateur avait plus que la bougeotte. C'est ça le bruit qu'on entend. Ah ouais, d'accord, il tient même pas. Il tient à peine là. Oh la vache, il est mort de chez mort le truc. Il est temps pour nos deux spécialistes de bien gérer la bête. On va démonter ce qui reste des caoutchoucs. Ouais. J'ai racheté justement ces petits embouts là, Ouais. qui sont, eux, en plastique rigide, Ouais. qui fait qu'à l'avenir, ça ne bougera plus. Pour restaurer les axes de fixation, Vince dépose les vieux Silent Block. Voilà, Nickel. C'est tout bon. deux beaux morceaux, nos magnifiques cylinder blocks, Ouais, nickel. complètement éclatés. Hein. Vince demande ensuite à François de bien nettoyer les axes avec une brosse métallique, Ok, impeccable. puis il reprend la main en dressant l'intérieur des fixations Parfait. Très bien. et monte les axes nettoyés avec les nouveaux Silent Block. Hop là. Et là, voilà. Là, on a quelque chose de centré. Voilà. Donc bon, tant qu'à refaire, réfectionner un alternateur, Ouais. on va quand même remplacer ce qui nous sert de charbon. Ouais. Tac. Ça, c'est pareil, c'est une pièce d'usure. La pièce d'usure que Vince vérifie, c'est le régulateur d'alternateur. Il sert à maintenir la tension de la batterie. Quand on démonte l'alternateur, autant changer cette petite pièce. Bon, mon François, maintenant qu'on a fini avec ça, on va pas remonter le charbon tout de suite. On va D'accord. laisser l'alternateur tel quel. Ok. Parce que j'ai une petite surprise pour toi. Pour avoir un beau compartiment moteur, j'ai fait appel à des amis à moi D'accord. qui font de la cryogénie.
Les deux experts qui débarquent au garage de Vince, ce sont Alexis et Jimmy, les Icemen de la mécanique. Bonjour messieurs. Et une fois les salutations passées, Alexis attaque direct avec ce qui se cache sous son bac XXL. Le fameux CO2, le gaz à effet de serre, D'accord. qui est recyclé, Ouais. passé sous forme de glace, descendu à moins 80 degrés. Et grâce à l'action du froid et de la projection avec un air compressé, Ouais. on va venir nettoyer tout tapes, type de c'est ça. surface. Ça tape dans la Le surface et choc ça arrache. cinétique et le choc thermique va venir D'accord. décoller instantanément tout type de crasse sans abrasion. Ok. Et l'intérêt écologiquement, c'est qu'au lieu de dépenser de l'eau ou du sable, Exactement. On n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de produits chimiques. d'accord. Et notre contenant, on le réutilise à l'infini. D'accord. Contrairement à un bidon plastique, d'un diluant ou tout Ok. autre produit qu'on va jeter, aller emmener dans le cercle de recyclage, nous, on a D'accord. des contenants qu'on utilise à l'infini. Si cette explication est claire, Vince a besoin de savoir si cette technique de nettoyage peut se faire sans protéger le moteur et les autres organes mécaniques. Souvent, ce qu'on protège, c'est les étiquettes d'époque. D'accord. Les propriétaires veulent les conserver. S'il faut protéger, je suppose, les puits de bougies, les entrées moteurs, tout ça. Non, puisque Ah bon? on n'a pas besoin de boucher, on va vraiment envoyer de la poussière de glace carbonique D'accord. qui déjà dans le tuyau va être quasiment en gaz D'accord. et vraiment à l'impact elle va tout de suite partir en gaz, il n'y a D'accord. aucune contre-indication à ça. Ok. Donc, au grand froid, les grands remèdes. D'accord. Moi, je vais aller m'occuper de ma paperasse au chaud. Bah tiens. Et puis, je vous laisse un peu. Bah, t'as pas fait grand-chose encore aujourd'hui. Ouais. François ziote Jimmy qui charge la Machina avec de la glace à moins 80 degrés. Une fois le chargement réalisé, il projette à l'aide d'un pistolet la glace carbonique sur tout le compartiment moteur. Alors François, conquis? Franchement, c'est bluffant. Hein. C'est chouette, hein. T'as vu? Alors c'est long, hein, évidemment, mais c'est forcément la première fois depuis 40 ans que ça a été fait. C'est exactement ce qui lui manquait, tout Ouais. ça. Merci beaucoup. Avec C'est top. plaisir. C'est vrai que quand on regarde le moteur avant et après, il n'y a pas photo. Le nettoyage cryogénique est redoutable d'efficacité, à condition d'être précis et méticuleux. Expert dans ce domaine, Jimmy passera quand même plus de 5 heures sur le moteur, l'alternateur, la pipe d'admission et le collecteur pour obtenir le résultat escompté. De son côté, Vince invite François à découvrir sa méthode de travail. Ah oui, tu t'es fait carrément une checklist, toi, t'as bien raison. Donc, la dernière fois, Oui. l'injection on a checké. Oui. L'allumage on a checké. Ok. Admission aussi. Très bien. Maintenant que la cryogénie est faite, bah, on espère qu'il n'y aura pas de pétouille supplémentaire après. Parce que Là, en gros, c'est dans une semaine, si tu veux. Donc, Vince a bien compris le message. Il va devoir redoubler d'efforts et remuer ciel et terre pour que cette BMW M3 E30 renaisse de ses cendres dans 7 jours. Allez, courage Vince. J-6, les jours de travaux s'égrènent. La manifestation de Youngtimer arrive à grands pas. Après une nuit un peu agitée en bossant sur la BM, Vince s'est levé aux aurores et s'est fixé pour mission de restaurer les mythiques jantes BBS qu'il a minutieusement démontées pour l'occasion. Pour ça, il a pris rendez-vous chez son pote Philippe. C'est le roi du polissage depuis plus de 22 ans. Sa spécialité, polir des pièces d'art et des pièces de voiture d'exception. Là, je suis sur une BM et j'ai un délai de 10 jours. Mais là, il me reste déjà plus que 6 jours. Ça devrait le faire pour toi? On va se démerder. Si visiblement niveau délai, Philippe peut faire des miracles, il pose direct son regard d'expert sur les voiles extérieures des jantes. Par rapport à d'habitude, tu me ramènes quelque chose qui est à peu près potable pour une fois. Pourquoi, pote? D'habitude, tu me ramènes des merdes. Les mecs, ils se sont starbés les trottoirs avec ça. Il y a plein de pètes. Regarde là, Ça, c'est nickel. Tu sais Il n'y a pourquoi? pas grand-chose à lui faire à celle-là. Je pense qu'il faut que je les émérise. C'est quoi, émeriser? Émeriser, je vais passer à la bande, tiens, rien. Le papier à poncer, quoi. C'est quoi les étapes, là, du coup, là, pour le rap? Alors là, déjà, on va pas prendre un grain de 2,40. C'est un grain à peu près moyen. C'est pas trop fin, trop Pas trop gros. abrasif. Et après, on va couper ce trait de 2,40 au 320. Alors, je t'explique. Vas-y. 240, 1 cm², 240 grains. Par centimètre carré. Voilà. D'accord, ok. Donc 320, il y a plus de grains, donc ils sont plus fins. Ok, ah, je savais pas que c'était comme ça qu'on calculait le papier à poncer. Non, moi, je savais pas. Pour émériser ou si vous préférez poncer tous les défauts sur le voile extérieur de la jante, Philippe charge une bande de grains de 240 sur sa machine, appelée aussi tourée de polissage. Puis il passe à l'action.
Allez. Le grain sur la bande, c'est du corindon, un minéral extrêmement dur utilisé comme abrasif de sablage. Pour nos voiles, le corindon, c'est l'idéal et le résultat est flagrant. N'est-ce pas, Vince? Ouais, là au moins, c'est vraiment, ça rattrape tous les défauts qu'il y avait. Tous les petits pets. Ouais, tous les impacts de cailloux, tout ce qu'il y avait de bouffé. Après cette première étape validée par Vince, Philippe peut passer au sisal. Sisal, c'est une brosse ficelle. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est de la corde, carrément. Voilà, c'est de la corde. Avec cette ficelle, cette brosse, je vais couper le grain de 320 D'accord. que j'ai fait, que j'ai mûrisé. Et cette brosse-là, j'ai une pâte qui va avec la brosse. C'est une pâte assez grasse, agressive. C'est pour couper le trait de ponçage. Ça va commencer à briller, on va dire. D'accord. Notre polisseur hors pair lance la machine, applique la pâte grasse sur la brosse et passe le voile extérieur de la jante sous toutes ses formes. Voilà. Ah oui, mais du coup, oui, ça gratte quand même pas mal, ouais. Ensuite, pour faire briller, on va utiliser de la flanelle. La flanelle. La flanelle, tu vois, Ça, c'est regarde, doux. c'est Ah ouais, très très douce. Ah oui, ça c'est tout doux. On prend pas la même pâte, On a une autre pâte à une bouillir. autre pâte un peu plus sèche. Et ça va faire briller du coup. On y va. Allez. Pour finaliser l'opération, Philippe badigeonne donc sa pâte à briller sur la flanelle et passe la pièce pour une cure de jouvence. Franchement, ça déchire. C'est rapide en fait. Le rendu, quand on compare les deux, le avant-après, il n'y a rien à voir. Hein. Ouais. Alors que t'as pas fini en plus là. Ce qui me rassure, c'est que ça soit pas trop poreux, du coup que tu vas pas passer trop de temps non plus. Ah, c'est une histoire de fric, ça. Alors, pas trop une histoire d'argent, mais une histoire de temps surtout. Voilà quoi, tu sais que comment Je vais faire du rap, moi, Jean. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, Ça va le faire? on va te faire ça. Ok. On va se débrouiller. Merci Philippe. Du coup, il y a les 4 voiles, les 4 écrous qui vont avec. On repasse demain. Tu repasses demain. Si Vince peut compter sur son pote pour finaliser une partie des jantes, sa journée marathon est loin d'être terminée. Il faut gérer maintenant les tonneaux et les flasques des jantes. Pour ça, direction Arville, à quelques kilomètres de son garage, pour rejoindre Alain, l'as des as du sablage, thermolacage. Alain, Tu vas bien? ça va et toi? Impeccable. Qu'est-ce que tu m'amènes debout? Je te ramène les jantes BBS. Les fameuses BBS, les vraies RS en 3 parties. En alu, bien sûr. Ouais, tu aurais pu me retirer les plombs. J'ai dans la précipitation. Le problème, c'est que j'ai 10 jours pour faire la voiture et en final, il m'en reste déjà plus que 6. Donc, tu vois, je suis hyper précis. Bon, tu veux un sablage peinture? Ouais, c'est exactement. Sablage et peinture époxy derrière. En gris métal, là, comme les jantes, là, c'est très bien, je pense. Avant d'obtenir le même rendu sur ses jantes, il est temps de se mettre au boulot. Et c'est dans l'atelier de sablage qu'Alain entre en scène en sortant l'artillerie lourde. Ah ouais, c'est du vrai matériel, là. Hein. C'est là. Ah ouais. C'est du lourd. Ah oui, c'est du très très lourd même. Donc, on ferme la sécurité. Il y a une commande à distance de sécurité qui fait que quand on lâche, on ne peut pas coincer la commande et puis se foutre du sable partout sur le corps. D'accord. Je projette du sable à sec sur les pièces pour les décaper. Le sable va partir à 7 bars, il décape tout. Hein. Généralement, il n'y a rien qui résiste. Ça va t'enlever la peinture, la crasse, et ça va te faire une accroche sur la surface Pour la future pour peinture. la future peinture. Ok. Combien de temps ça va prendre du coup de faire les deux là? Allez, 10 minutes. Ah oui. Ouais, Ah, ça va. Maintenant que Vince est rassuré sur le timing, Alain revêt son scaphandre de combat et attaque le sablage des tonneaux et des flasques de jantes. À l'aide de son pistolet XXL, il envoie une projection de particules abrasives propulsées à grande vitesse grâce à de l'air comprimé. Leurs impacts sur les pièces décapent et assurent une bonne finition. Après cette opération au cordeau, notre jeune restaurateur revient aux affaires pour admirer le résultat. Voilà. Donc ça donne ça. Waouh. Ouais, c'est une meilleure accroche. Putain, c'est impressionnant le résultat que tu as en peu de temps quoi. Maintenant, on va passer à la peinture. C'est donc en suivant les pas d'Alain que Vince va assister à la toute dernière ligne droite de la restauration de ses jantes BBS. Alors, comment ça marche l'histoire? Alors, il faut mettre la pièce à la masse. Donc, on a un fil électrique qui relie le pistolet à la masse. Ouais. Le pistolet projette de la peinture chargée d'électricité
ça se colle sur le métal. Ah, c'est magnétique du coup. Ouais. Une fois que la pièce est recouverte de la poudre époxy, on rentre tranquillement la pièce dans le four et toute la magie se fait dans le four. Ok. Après cette explication limpide, Alain repart à l'action. C'est parti pour la mise en époxy des tonneaux et des flasques de jantes. L'époxy est une poudre composée de résine et d'un durcisseur. Cette technique présente de nombreux avantages pour les jantes, comme l'anticorrosion, une meilleure résistance au choc et une plus longue durée de vie. Pour la teinte, notre expert applique la couleur Silver Alu gris métallisé, choisie au préalable par Vince. Voilà. Tu laisses combien de temps après à 200? Il faut rester généralement 3 quarts d'heure pour que la pièce monte en température. Une fois qu'elle est en température, elle sort. Et après, c'est terminé. Tu peux monter les pneus dessus. Ah, c'est direct quoi. Directement. Il n'y a pas tant de séchage. C'est prêt à l'emploi. Super. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de rentrer chez toi. J'essaie de te les faire rapidement. Demain, tu crois que ça va être jouable? J'espère qu'il me fasse le maximum pour demain. Comme ça, demain, je fais une pierre de coups, je récupère les voiles chez Philippe, tout le reste des jantes chez Alain, et hop, ça me permet de remonter ça direct. Ouais. Je vais rester un petit peu plus tard pour toi. C'est sur un ouf de soulagement que Vince termine cette journée. Il a pu caser la restauration de ses jantes de légende en une journée. Et ça, c'est un sacré coup de génie pour la suite de cette restauration. Le lendemain matin, Vince est une nouvelle fois au taquet. Il a réussi à récupérer au Champ du Coq les jantes flambant neuves. Et ce, juste avant l'arrivée de François, qui débarque frais comme un gardon. Ça, monsieur Vince? Ouais, et toi? Et tu fais quoi là? C'est pas. T'es plus sur le moteur? Mais j'ai pas reçu les pièces, hein, mon François, encore. Ah! Bah oui. Oui, alors, évidemment, si t'as pas les pièces, c'est compliqué de Bah bosser. déjà, on a un délai hyper serré Ouais. que tu m'as donné. Bah, je sais. Et en plus de ça, tu crois que les pièces, elles arrivent comme ça? Ouais, je me doute. J'espère qu'elles vont arriver là, mais en attendant, bah, faut bien que j'avance sur le reste. Donc tu bosses sur les jantes. Voilà, tu vois, le sableur, il a fait sablage, peinture époxy, tout neuf. Ah, le résultat est très chouette. Et le polisseur, il nous a fait les écrous Ouais. et les voiles. Très Ça bien. n'a rien à voir avec ce que c'était. Non, ça n'a C'était rien à voir. complètement Là, on oxydé. dirait qu'elles sont neuves. Déjà, tu sais bien que la particularité de ces jantes-là, c'est qu'on peut jouer sur la largeur des jantes. Ouais. Tu vois, donc, Principe des jantes démontables. voilà. Si le mec a frotté le trottoir, bon, bah, on peut changer juste cette partie-là. S'il a fissuré cette partie-là, on change juste cette partie-là. Si t'as pas assez d'accroche et que tu veux de la roue plus large, bon, bah écoute, soit tu changes cette partie-là parce que tu as de la place et que ton amortisseur, il y a de la place. Ou si tu veux élargir l'extérieur, hop. Ouais, le principe était pas idiot, ouais. Bah ouais. C'est clair que ces jantes BBS, c'est du lourd, mais pas autant que l'arrivée de Dylan avec sous les bras un carton qui risque de faire bouger le programme de la journée. Ok, Loin les filtres, c'est tout trouvé. génial. C'est top, bravo. Merci Didi. Filtre à carburant, filtre à charbon actif, ça c'est nos semelles, tu sais, qu'on avait besoin, Ouais. qui étaient complètement HS. Sur les carbus. Voilà, sur les carbus. Nickel. Aujourd'hui, mécanique pure et dure. Ça y est, le ton de la journée est donné. Les gars vont pouvoir reprendre du service sur la partie mécanique menée par Vince, qui donne le là avec le changement des semelles de la rampe d'admission. Pour ça, il nettoie soigneusement la rampe pour enlever les derniers résidus et pose les nouvelles semelles d'étanchéité. Vient ensuite le montage de l'ensemble sur le moteur. Alors ça, c'est good. Tout ça c'est fixé, il faut qu'on remette la rampe d'injecteur. Tu te rappelles, je les avais fait envoyer en Révision. révision. Ouais. Bon, ils sont revenus nickel. D'accord. Pas de problème particulier à déplorer. Donc, des petits joints neufs. Hop. Ça sent qui dedans? Direct. Voilà, il n'y a pas de souci particulier avec ça. Que tout, il est bon, ça me paraît correct. Après la pose de la rampe, Vince la fixe à l'aide de 2 vis de serrage et installe les clips d'injecteur. C'est ce qui va permettre, avec la pression de l'essence, que la rampe, avec l'injecteur, il se soulève pas, il se dissocie pas. Bon, je prends de tous ces petits injecteurs. On tombe en face sur tous. Hop là. C'est vraiment un petit puzzle mécanique Ouais, et faut pas électronique se tromper, là-dedans. Et pour poursuivre ce puzzle mécanique, Vince enchaîne avec l'un des talons d'Achille sur cette BM, l'alternateur. L'alternador en question. Il a été gentiment nettoyé par nos amis de la cryogénie. Ça, c'est bien. Les charbons, on l'a remplacé. Ça, c'est mieux. Ok. Le condensateur, on l'a remplacé. Formidable. Impeccable. Et les cylindres blocs, on les a fait la dernière fois ensemble. Comme neuf. Eh oui. Comme neuf. Alors, donc on a pu qu'à remettre ça en place. C'est à l'unisson que nos 2 as de la mécanique montent l'alternateur. Hop, ok. Eh ben, notre alternateur est en place. Oui.
nous allons mettre la courroie d'alternateur. Et donc là, en l'occurrence, on en a deux. La première qui part forcément de la poulie du vilebrequin. Bien sûr, et qui t'alimente et la pompe et l'alternateur. La pompe à eau et l'alternateur. Voilà. Et la deuxième vient simplement entraîner la pompe de direction assistée. D'accord. Donc maintenant, on va lui faire la tension d'alternateur. Donc regarde, la tension se fait très facilement. Ouais. On prend la clé de 19, ça tend la courroie. Et voilà, place à la deuxième. Voilà, donc dans la deuxième gorge. Tout à fait. Voilà. Ok, ça c'est serré. Et là, l'important qu'il y a à voir, Ouais. c'est le jeu qu'on avait au début de l'alternateur, qu'on n'a plus du tout. On n'a plus de jeu. Donc, mon François, ce que je te propose, moi, pendant que je vais faire mes petits raccordements Ouais. électriques d'alternateur, ici même, tu vas venir t'occuper de ces petits boulons-là magnifiques. Celui-là, tu vois, qui est tout beau, tout propre. Ouais. Et celui-là qui est tout Il est pas pas propre. tout beau, pas tout propre. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Ok. Petit scotch bridge, D'accord. tu frottilles. Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Voilà. C'est clair, François. En mécanique, il n'y a pas de petites tâches à effectuer, surtout quand il s'agit des boulons du cache-culbuteur. L'opération est longue, mais elle est nécessaire pour que chaque boulon retrouve son éclat d'origine. Pendant ce temps, Vince réalise le raccordement électrique de l'alternateur. Une fois l'asticage terminé, François peut installer les nouveaux joints et remonter le cache-culbuteur. Allez. Le plus beau moment de la journée. Là, on a un moteur qui ressemble à un moteur. Là, ça commence à avoir de la gueule. François Divray, le couvre-culasse floqué du BMW M-Power a de quoi donner le smile à tous les amateurs de caisses allemandes. François peut maintenant fixer tout cela avec les boulons qu'il a soigneusement nettoyés. Et Vince assure le remontage et la pose de la pipe d'admission. Ça a une vraie gueule. Ah, franchement, ça a une dégaine, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Je suis super content du résultat. Bon, il y a 2-3 détails de finition, là, et puis on va être bon, quoi. Et pour ces fameuses finitions, Vince passe la seconde avec le remontage de la bobine d'allumage, de la rampe d'allumage et de la boîte à air. Allez, moi, mon Vince, pendant ce temps-là, je suis allé chercher de l'essence. Bah, c'est très bien. Voilà. Parce que d'abord, on va mettre le filtre. Ah oui, Si on met l'essence, il n'y a pas de tu as filtre. raison. On met le filtre en dessous. D'accord. On On redescend, on fait le plein, On fait le plein, je contrôle les niveaux, ça marche. on branche la batterie et on y Right. va. C'est parti pour une montée de l'ABM d'un étage. Et avant de monter le filtre à essence, une piqûre de rappel pour François s'impose. Bon, rien de compliqué. Forcément, le réservoir, il est là, l'essence, ça va par là-bas. Donc la flèche, par là-bas. C'est là où va l'essence. Exactement. C'est QFD, François. Vince monte le filtre à essence en un coup de tournevis. Et voilà. Remplit le réservoir d'essence. Réalise une vidange. Remet de l'huile neuve. Vérifie le niveau Verdict. Tout va bien. C'est tout bon. et termine par le niveau d'eau. Niveau d'eau, c'est bon. Les niveaux sont OK. Dans le coffre, on branche la batterie. Ok. Allez, zou. François branche en 2-2 la nouvelle batterie et écoute les toutes dernières consignes du taulier. Une chose, Ouais. le temps que tout s'amorce, l'essence On arrive, va laisser. je débranche la bobine. Tu mets 2-3 coups de clé. Ah ouais. Vérifie s'il n'y a pas de fuite. Vas-y. Là, on a dû avoir une petite montée d'huile comme il faut. Théoriquement, on doit pouvoir y aller. Allez, je branche. Ça y est, c'est le moment de vérité pour le démarrage moteur. Vince rebranche la bobine d'allumage pour que François puisse enfin passer le coup de clé tant attendu. Le 4 cylindres en ligne de la BM rugit à nouveau dans tout l'atelier. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Tellement bon que François ne peut s'empêcher de tâter de l'accélérateur. Premier jour, quand on l'a démarré, c'était un enfer. Ça boitait dans tous les sens. Ça faisait un bruit d'oiseau. L'alternateur, il faisait ça. Bon, on fera 2-3 réglages quand même pour être sûr de la pollution et tout. Mais sinon, c'est super. On a un délai qui est pas très long, hein, n'oublie pas. Hein. Écoute, je vais rester focus dessus. Moi, je continue. Cool.
Bon, après, je suis pas sûr de tenir les délais. Tu sais ce que c'est la mécanique? Je sais. On a redémarré le moteur. François, il est enjoué, il est content, il croit que c'est déjà fini. Mais non, il y a encore une montagne de choses à faire et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon allez, cours, on en a assez fait aujourd'hui. Allez. C'est sur ce démarrage moteur que la journée se termine avec une lueur d'espoir pour François et un long tunnel de travaux qui attend Vince. Sixième jour de travaux. Après un démarrage moteur concluant, Vince se penche sur les réglages précis du 4 cylindres en ligne pour optimiser le fonctionnement mécanique de cette icône des Youngtimers. Bon alors, t'as remonté le moteur? Bah c'est beau, non? C'est beau, hein. Je vérifie, je me relis, tu vois, c'est comme une dictée. Quand tu l'as écrite, il faut relire. Donc là, c'est pareil. Là, on a fait les choses avec François, on a tout remonté. Mais bon, maintenant, il faut qu'on fasse les réglages de ralenti. On a que 10 jours. Et non, on avait 10 jours. Bon, assez perdu de temps. Vas-y, mets-toi aux commandes, démarre et on va faire nos petits réglages. Pour ces réglages moteurs, Dylan fait rugir la bête. Et dès les premiers sons, il y a comme un élément qui ne tourne pas rond. Le ralenti, il est un peu haut. Hein. Le ralenti est trop haut. Ça tourne rond, c'est bien, ça capouille pas comme avant. Mais par contre, le ralenti est beaucoup trop haut. Là, tu vois, ouais. Voilà, là, ça régule. Parce qu'on a un régulateur de ralenti qui prend le relais. Il sent que le régime est trop haut. Là, il y a trop de pollution, trop de consommation. Le régulateur de ralenti, il est là pour compenser le truc. Mais il n'arrive pas à suivre, a priori. Le réglage ralenti, il se fait là. La vis de richesse, elle est ici. On va la resserrer un peu. Normalement, on est censé avoir un ralenti à 900 tours minute. Et t'entends ça à l'oreille? Ça, c'est une question d'habitude, tu vois. Des choses de professionnalisme et d'expérience. Tu vois, dans un orchestre, il mène à la baguette, ce truc. Tu vois, l'orchestre. Toi, ta baguette, c'est un communiste, là. Voilà. C'est donc avec son tournevis que Vince joue avec la vis de richesse pour trouver le bon ralenti du 4 cylindres. À l'oreille, si je suis pas trop mauvais, on doit y être. On va vérifier quand même. Hop. Ouais, parfait. Parfait. Ça redescend bien. On va voir si nos papillons ils sont bien calibrés, si ça va pas bouger. Parce que je sais pas si tu te rappelles, quand on l'avait fait le premier jour, on s'était rendu compte que cette durite-là, elle était percée. Exact. Donc on avait un papillon qui merdait. Donc là, on va refaire le test. Et on va voir si les câbles sont bien synchro. Notre duo de choc repart au charbon avec le réglage des papillons qui faisait défaut en début de chantier. Pour ça, Vince ressort un appareil de test de synchronisation des papillons d'injection et le relie à chaque pipe d'admission. Allez Dylan, c'est le moment de passer le coup de clé. Je vais mettre un petit peu de gaz. Ouais, mets un peu de gaz. C'est relativement correct. Celui-ci, il est un petit peu trop bas. Ouais, exact. Donc on va faire un tout petit réglage. Pour corriger ce problème, Vince sort une clé de 10 et règle la vis qui gère le papillon en question. Après plusieurs tours de clé, il réussit à trouver la synchronisation parfaite des papillons. Nickel. On lâche comme ça. Coupe le contact. Ouais. Et bah question mécanique, on est bon. Mais on va pas rendre une voiture à François comme ça. Il va falloir qu'on check les trains roulants, le freinage. Oh. Pour cette prochaine étape, la BMW prend de la hauteur et Vince annonce direct le plan de vol. Bon bah on va passer aux choses sérieuses. Les trains roulants, le freinage, les bras de suspension, les amortisseurs et compagnie, si tout est OK. Après, Tester les jeux, je prenne un... oui, on va tester les jeux de bras de suspension, rotule, etc. Dylan prend les choses en main et passe au crible l'ensemble du train avant, avec comme premier check les silent blocks de suspension. Il y a pas un pet de jeu là-dedans, super. Ouais. Bonne nouvelle. Les silent blocks amortissent les vibrations et les bruits qui se produisent dans le système de suspension.
Ils font le lien entre le triangle de suspension et le châssis du véhicule. Alors, ça dit quoi? C'est une bloc, c'est bien, putain, c'est bien, ça bouge pas trop. Hein. Non, franchement, ça va. Oula. Ça, c'est un peu plus contraignant. Hein. Ouais. Bah, ça, c'est cuit, ça. Après, ça reste qu'une rotule de direction, ça, ok. De l'autre côté, on va voir celle-là. Ah, celle-là, il n'y a pas un pet de jeu, par contre. Au niveau des freins, déjà, c'est pas grippé. Les Déjà disques, même s'ils sont un peu rouillés, ils sont en bon état. Plaquettes, c'est comme neuf. Si la dérive du train roulant avant reste gérable, espérons qu'il en soit de même avec le train roulant arrière. Un peu d'humidité qui sort de l'échappement, mais c'est normal, hein, depuis le temps, classique. Cylindres-blocs, ils sont propres. Amortisseurs, pareil à l'arrière, hein, ils sont propres. Non, bah c'est en bon état derrière. Hein. Transmission. On va vérifier ça. Hein. Là, ça a l'air bien. Et le flector. Oula. Ah, le flector, il est éclaté, là. Ah ouais, là, il est cuit, celui-là. Là. Il est pété de partout. Si Vince hallucine devant ce flector en si mauvais état, c'est que c'est une pièce importante dans la transmission d'une voiture. Situé entre l'arbre de transmission et la sortie de la boîte de vitesse, il transmet l'effort entre la sortie de la boîte et le cardan de transmission. Son usure engendre des vibrations et des efforts de mouvement sous le siège. Alors là, par contre, celui-là, il va falloir que je commande parce que là, ça, j'ai pas en stock, par contre. Autant la rotule, ça va pas être un souci, on va la faire tout de suite. Mais lui, ça va être une autre paire de manches, là. On peut pas lui rendre comme ça, la voiture. Commence à démonter la rotule, moi, je vais chercher la neuve. En espérant avoir le bon modèle. En stock, ouais. C'est contrarié que Vince file chercher une rotule de suspension en espérant en avoir une dans son stock. Pendant ce temps, Dylan dépose l'ancienne rotule. Alors, dis-moi qu'on l'avait en stock. Ah, Oui, je vais voir quand même. C'est bon, super. impeccable. Dylan peut maintenant remonter en 2-2 la nouvelle rotule sous le regard de son mentor. Il fera ensuite un parallélisme. Bon, maintenant que notre rotule est en place, là, forcément, il y a beaucoup moins de jeu. On se démonte notre flector parce que la journée passe vite. Vince a raison, la journée défile. Faut envoyer du bois et déposer le flector. Pour ça, Vince bloque le flector et Dylan dévisse la pièce. Allez, vas-y, mon grand. Il était temps de le changer. Ah ouais. J'imagine qu'avec la main, on arrive à l'ouvrir en deux comme ça. Ah ouais, ça me fait le tordre le truc. Bon, il faisait encore son travail, mais plus pour longtemps. Hein. Ok, bon, bah écoute, je vais passer un coup de fil tout de suite. Hein, je commande la pièce parce que sinon, on l'aura jamais pour demain. C'est au pas de course et surtout la boule au ventre que Vince galope pour faire chauffer son tel. Dylan croise les doigts pour qu'il revienne avec une bonne nouvelle. Ah, alors, bonne nouvelle ou pas? Non, c'est la merde, là. C'est qu'avec les livraisons en retard en ce moment, là, il y a 3-4 jours de délai. Donc, je vais devoir dire à François qu'on pourra pas livrer sa voiture dans les temps. On verra. Je peux pas me dépanner avec une pièce d'occasion. C'est impératif, il faut un flector neuf. Et là, le fournisseur qui m'annonce 3 à 4 jours de délai, je sais pas comment je vais l'annoncer à François, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Ça me saoule de voir qu'on est obligé de tout mettre en péril pour une pièce comme ça. La journée se termine dans la noirceur la plus totale. Si jusque-là Vince aura tout fait pour garder le cap, il doit s'avouer vaincu et appeler François pour lui annoncer la terrible nouvelle. Septième jour de travaux. C'est la mine défaite et la gorge serrée que Vince commence sa journée en attendant l'arrivée de François. Salut Vince. Ça va, François? Ça va? Bah non, ça va pas. C'est une blague, l'histoire du flector ou c'est vrai? Bah non, c'est réel. C'est vrai, le flector il est arraché. J'ai appelé, j'ai du délai pour l'avoir. Alors, bah écoute, on attend. J'étais persuadé que t'avais ça en stock, c'est un truc assez banal quoi. 48-72 heures. C'est le délai approximatif pour recevoir le flector. Vraiment ça craint comme Bah oui, ça craint. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux, je suis pas magicien encore. Hein. Moi, la réunion Youngtimer où j'avais une espérance de trouver un acheteur, bah, c'est cuit, hein. On sera hors délai. Là, il arrive en colère, mais j'ai activé mon réseau. J'ai aidé un potentiel acheteur qui est très sérieux, très intéressé. Donc j'espère que dans sa colère, François, je vais pouvoir le faire redescendre un petit peu avec cette annonce. Alors attends, il y a ton rendez-vous des Youngtimer, ok. Mais moi, j'ai quelqu'un qui serait intéressé. Ah, en direct, t'as déjà un client... Un vrai client potentiel acheteur.
En attendant de recevoir le flector, va falloir maintenant se remobiliser et enchaîner avec la suite des travaux. On va rassembler cette jante là. Regarde, Ok. j'en ai fait 3 en attendant. Nickel, bah moi je peux t'aider si tu veux, bien sûr. On va gérer cette histoire de capote. Bah si tu Parce veux. qu'il n'y a rien qui marche sur ta capote. Ouais. Donc on croise les doigts pour ça aussi, que ça soit pas grand chose. Avant de se pencher sur la capote, place au remontage des mythiques jantes BBS avec un Vince en mode instructeur. Les jantes, Ok. 3 parties. On les assemble. Ouais. Ok. Toutes les vis. Ça prend un temps fou. C'est clair qu'avec la pose des 36 vis, il faut beaucoup de patience et d'huile de coude. Une fois les vis installées à l'aide d'un petit maillet, Voilà, super. François serre les 36 écrous. Voilà, nickel. Ok, donc ce qu'on va faire déjà, parce que celle-là c'est une visseuse, tu vois, au Nm de couple. Donc ça, il faut... Ah, bien ça. Bah ouais. Donc celle-là, on va la régler à 150 Nm, D'accord. sachant qu'il faut les serrer à 200 Nm. On les approche déjà avec ça, Ouais, et après on finira. Grâce à sa visseuse électrique, Vince gagne un temps fou et enchaîne les écrous à vitesse grand V. François serre ensuite tous les écrous avec une clé dynamométrique. Alors maintenant, Fais un petit coup de joint. ouais, c'est ça. Comme c'est des jantes, évidemment, avec des pneus tubeless, si t'as une fuite, Là, vacheux. quand c'est une jante en monobloc, on appelle donc une seule partie, pas de problème. Y a pas de problème. Mais là, il y a des risques de fuite. Bien sûr. Ou jonction à chaque fois. Donc pour éviter tout éventuel problème, on a une colle spéciale et on va faire un cordon tout autour. D'accord. Vince pose le joint d'étanchéité sur le contour de la jante. Voilà. Et pour assurer une finition optimale, notre restaurateur lisse tout cela à la mano. Là, au moins, c'est bien lisse, bien propre, bien jointé. Allez, Nickel. Après ce remarquable travail d'équipe, nos deux gaillards changent de spot. tac. Direction l'atelier où se trouve tout le matos pour le montage des pneus sur les jantes. Tu vas faire monter des pneus, François, quoi. Évidemment. Évidemment. Comme toutes les roues, mon François, on va graisser les pneus. Ouais, ce sera mieux. Puis après, en délicatesse. Ouais, parce que la partie chromée, c'est fragile. Ouais. Ce serait un peu dommage de la saloper, quoi. Vince badigeonne donc la roue avec de la graisse, place ensuite la jante, assemble le tout à l'aide d'une machine à pneus classique et assure la bonne pression du pneu. Et notre première jante est prête. Et faite. Je vais mettre un de mes petits gars là à équilibrer les roues. Ouais, très bien. Et comme ça, nous, on peut attaquer la capote. Voilà. Parce que je te cache pas que la capote, Je ne t'ai pas tout dit pour la capote. t'es sûr? On a déjà regardé un petit peu le problème. Si Vince s'est fait plier pour une histoire de flector, il ne compte pas rompre avec ce problème de capote et repart au combat. Comme toutes les capotes, tu as des crochets de déverrouillage Ouais. devant. Donc Ok. on déverrouille Nickel. ici Ça, c'est manuel. et là. On ouvre un petit peu. D'accord. À partir de là, c'est censé être électrique. D'accord. J'appuie sur le bouton. Et là, il se passe rien. Que François se rassure, Vince avait déjà connaissance de ce problème électrique. Reste maintenant à débusquer la panne. On a des contacteurs électriques Ouais. qui nous donnent l'info, savoir si capote ouverte ou capote fermée. Fermé. On a forcément un fusible qui alimente ça. Ouais. On a notre mécanisme qui reste manuel. D'accord. Et on a dans le coffre, on a deux moteurs. Ouais. Un qui actionne l'ouverture-fermeture de capote D'accord. et un autre qui actionne le volet ici derrière. Le coffre à capote. Le coffre à D'accord. capote. Ok. Donc on va déjà checker le fusible, D'accord. parce que s'il faut, il n'y a que ça. Là ici, c'est le numéro 25, c'est lui qui actionne la capote. D'accord. 25, c'est celui-là, mais il n'est pas pété. Bon, Donc, manque de bol, c'est pas ça. électroniquement, Ouais. on a un boîtier dans le coffre. Ok. J'espère que c'est pas lui. Pour en avoir le cœur net, Vince se rue vers le coffre où il a déjà changé les vérins défectueux et dépouille cette fois tout l'intérieur pour accéder au moteur. Là, on a notre moteur Ouais. qui actionne la capote. D'accord. Et Et là-bas, l'autre, c'est le le moteur. coffre à capote. Exactement. Et putain, regarde déjà ce que je vois là. Ah, ça pendouille, ça commence bien. Ça n'a pas l'air oxydé. Hein. On a deux moteurs. Il y a un contacteur qui ouvre, un contacteur qui ferme pour ça, et un D'accord. contacteur qui ouvre, un contacteur qui ferme. On peut vérifier les contacts. Là, on a une action déjà. Ouais. Là aussi. Théoriquement, ça fonctionne. Là, il se passe rien. Mais il se passe rien là. Donc, si celui-là il fonctionne pour le volet Ouais. et que celui-là il fonctionne pas, c'est qu'au niveau du contacteur de la capote, Il y a un peut-être bug. qu'il y a un petit souci. Le contacteur est un élément capable d'établir ou d'interrompre le courant dans un circuit électrique commandé à distance. On a deux tétons. Ouais. Un tout petit ici Ouais. et un plus gros là-bas. D'accord. Tu vois?
Donc là, celui-là, il n'y a pas de contacteur, Ouais. c'est juste une fermeture. Par contre, celui-là, là-bas, c'est lui qui va indiquer au petit boîtier électronique je suis Qu'on a ouvert ouvert la capote. ou je suis verrouillé. Ok. Donc je vais aller mettre un petit peu de dégrippant dedans. Ouais. Je vais l'actionner un petit peu. D'accord. Tu vas essayer toi. Ok. Vince joue avec le contacteur après avoir mis du dégrippant. T'as mis le contact? Ouais. Vas-y. Là, il y a un truc qui se passe mal. Je vais me mettre derrière, tu vas refaire. C'est en mode éclair que Vince passe à l'arrière pour savoir d'où provient ce bruit sourd. Ok, vas-y François, refais-le. Ok, stop, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est la merde, ça. C'est-à-dire, tu crois qu'il se passe quoi? C'est le moteur de la capote. Il se dégonde, il sort de son axe. Alors attends, bouge pas d'où t'es, on va essayer un truc. Allez, vas-y mon François, recommence. Ouais. Ok. Ça y est, ça se met à fonctionner là. Ok, continue. Ok, super. C'est bon. Voilà. On a une capote entièrement Bon, ça c'est fermée. Ce qui s'est passé là, c'est que là, on devait avoir un mauvais contact. Ouais. Ce qui faisait que nos boutons ne fonctionnaient pas. Ça, d'accord. Deuxième chose, c'est que le moteur qui ouvre et qui ferme la capote, Ouais. lui, si je le serre pas avec une pince, tu vois, Ouais. il sort de son axe. Et pourquoi? Parce qu'il manque une pièce, il y a un truc qui est tombé. Il est mort. Faut qu'on en trouve un. Et déjà, je vais le démonter, voir si je peux le réparer. Là, c'est la tuile. Après le flector, c'est le moteur de la capote qui fait de la résistance. Mais il en faut plus pour démoraliser Vincent, qui ne lâche rien et démonte le moteur de la capote pour tenter de le sauver sur son établi. Alors, là, on y voit plus clair. La pièce entière, c'est comme ça. D'accord. Quand tu actionnais, ça descendait. D'accord. Et donc, l'engrenage ici, là, D'accord. il se mettait pas dedans. D'accord. Donc forcément, ça pouvait pas entraîner. Pourquoi? Ça a cassé ici. La goupille, elle passe au travers, là. D'accord. Donc, Elle vient comme ça, d'accord. ça rentre à fond, mais pas tellement, en fait. D'accord. Et une goupille comme cela, BMW n'en fournit plus. Vince est bon pour en trouver une d'occasion par ses propres moyens. Salut mon pote. Merci, mon François. Allez, je repasse dans 2-3 jours. Il est temps pour François de lever le camp en laissant Vince achever cette restauration, avant de le retrouver avec son acheteur potentiel. Espérons pour tout le monde que cette vente puisse enfin aboutir. Ça y est, c'est le grand jour pour la vente de la BM. C'est en Seine-et-Marne, dans un hangar où sont entreposés des joyaux de l'automobile, que Vince a donné rendez-vous à François pour enfin découvrir sa BM finalisée, essais routiers et contrôle technique effectués. Je te félicite parce que le résultat visuel, il est juste bluffant. Rien à voir avec le premier jour. Je reconnais qu'on est loin du premier jour. C'est clair que tel un phénix, la M3E30 renaît de ses cendres avec montage du flector neuf, du moteur de la capote, du capot, restauration complète du béquet et nettoyage, polissage et lustrage de la robe allemande. Beau travail, parce que là, depuis les quelques jours où on s'est pas vu, je reconnais que toi et ton équipe, vous avez mis la gomme. Par contre, maintenant, la difficulté, c'est d'être sûr que l'acheteur fasse pas faux bon. Hein. Alors t'inquiète pas, mon acheteur arrive. Ils arrivent d'ailleurs. Pourquoi il? Tu vas comprendre Ah tout bon de suite. Ouais, tiens, regarde. Ah, c'est quoi ça? François n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. C'est une véritable horde sauvage mécanique qui déboule dans le hangar. Là, c'est le top, là. Eh ben, Bref, une sacrée belle brochette de Youngtimer spécial BMW E30 avec à sa tête David, l'acheteur potentiel. Enchanté. salut. C'est toi qui es venu voir la voiture? Tout à fait, et je suis ravi de la voir. Si David a ramené ses copains chez Vince, c'est que cette M3E30, c'est le Graal pour eux. Reste maintenant à François à prendre les choses en main. Vince et ses petits camarades ont quand même bien bossé, parce qu'en 10 jours, ils m'ont redonné vie à cette voiture avec un vrai travail, tu vois. La carrosserie était entièrement nettoyée, polichée, lustrée, etc. Les jantes, c'est les fameuses jantes BBS qui ont été entièrement refaites. Elles sont magnifiques. Dis-moi François, je sais souvent la maladie sur les capotes, comment on est sur celle-ci? Alors, ça a été un peu compliqué, mais maintenant ça marche. Il y a eu du boulot, il a fallu démonter, vérifier, contrôler. Il y a eu plusieurs pannes différentes pour la capote, des contacteurs, du mécanisme, mais c'est réglé. Ouais. C'est ok. Alors, un élément incontournable sur une M3, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et pour passer en revue l'énorme salve mécanique, c'est Vince, le maître d'œuvre, qui prend la main. David, mécaniquement parlant, quand cette voiture est arrivée au garage, on avait l'impression que le capot n'avait pas été ouvert depuis plusieurs années. On l'a mise en route, ça cafouillait, l'alternateur était en vrac. Bon, on n'a pas été dans le cœur du moteur, on a commencé par prendre les compressions. Les compressions sont très très bonnes,
On a une voiture qui a 114 000 km à peine, donc il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. L'injection qui déconnait, une chauffe moteur, donc on a tout refait. Joint de cache-culbuteur, bougie, bobine, on a refait l'alternateur. Le flector de transmission qui absorbe les vibrations, celui-là a été changé aussi. On a fait sabler, repeindre à peinture époxy la boîte à air, la conduite d'émission ainsi que le cache-culbuteur. Et ça, c'est très joli. Là, tu mets la clé dedans. Quand je veux, tournes, ça roule. c'est fiable. Tu veux l'entendre peut-être? Je pense qu'un essai s'impose. C'est avec panache et excitation que David prend place à bord de la monture allemande pour faire rugir le 4 cylindres en ligne de la Mannschaft BMW M Motorsport. C'est sur ce vrombissement du moteur que David lance la bête. Et après quelques centaines de mètres parcourus au volant de la M3E30, les premières sensations de conduite commencent à se faire sentir. Une très bonne Ouais, accélération. c'est ce que j'allais te demander, ouais. On a vraiment les bonnes sensations dans les pédales, ça Ouais. c'est important. Une voiture de cet âge, et c'est très agréable. Au niveau de direction, tout ça, ça te va, ça te plaît? C'est comme pour le pédalier, écoute, Ouais. il n'y a pas une vibration, elle répond très bien. Si David ne ressent aucune vibration, c'est grâce au changement de flector. Rappelez-vous, cette pièce qui a plombé le chantier de la BM transmet la puissance du moteur aux roues motrices. En reprise, ça te va aussi? En reprise, le comportement moteur, moi ça me va très bien. On sent bien les choses, le siège enveloppe très bien. Je fais corps avec la voiture, c'est très très bonne sensation. Tester un peu les freins là, François? Ouais, parfait. C'est très bien. François l'a bien compris, David a l'air séduit par cette BM. C'est le moment idéal pour tester un tout dernier point. Et tout décapote. Avec cette BM décapotée, David est en kiff total. Il peut cruiser cheveux au vent et les oreilles grandes ouvertes. On entend très bien son moteur, ça respire. Tu vois, c'est ça l'avantage de la version cabriolet, c'est qu'effectivement, le ressenti n'est pas le même quand tu es capoté et décapoté. Là, tu vis carrément beaucoup plus avec la voiture. C'est un vrai petit jouet, Ouais. elle répond très bien cette auto. C'est une vraie réussite, un vrai plaisir. Après ce ruling plus que concluant, la BM retourne au bercail avec un David qui s'empresse de partager ses impressions avec celui qui a connu les montagnes russes sur ce chantier. Je suis ravi que tu n'aies pas pu l'emmener il y a une dizaine de jours à ta manifestation. Ah, donc tu vois, c'est un mal pour un bien. Pour savoir si effectivement cet acte manqué est un mal pour un bien, François réplique avec son prix de vente espéré. Moi, je la propose à 92. Le prix du marché, tu le connais, on est souvent entre 90 et 105, 110. 92 aujourd'hui, très sincèrement, c'est un prix honnête parce que c'est une version rarissime. Celle-ci, en plus, a un argument important, c'est qu'elle a peu de kilomètres. C'est clair qu'avec ses 114 000 km, la BM a de la ressource. Espérons que David soit réceptif à cet argument de poids. Tu sais que l'essai était convaincant, tu sais que cette voiture, je la veux dans mon garage. 92, t'es au-dessus de mon budget, c'est pas possible. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis acheteur aujourd'hui à 85 000 euros. Ah non, 85, je peux pas. 85, je peux pas, pour la simple et bonne raison qu'à 85, je perds de l'argent. Bon, comme t'es un copain de Vince, je veux bien arrondir à 90, mais non, 85, je peux pas, c'est pas sérieux. Si jusqu'ici l'entente était cordiale, là, ça se tend sévère. François ne compte pas brader son allemande. Voyant François et David se fermer littéralement, Vince tente une conciliation. Faut trouver, les gars, un compromis entre 85 et 90. Et moi, j'étais pas à 90, j'étais à 92 déjà. Il est là tout de suite. Sinon, tu attends et puis tu galéreras peut-être à la vendre plus cher. Ou pas, hein, mais en attendant, là, t'as un acheteur qui est là, qui est sérieux. Bon, j'ai une proposition à te faire. Je te propose 88 et en échange, tu nous emmènes dîner avec la voiture. La proposition de François est sans appel. Alors David, prêt à faire un petit effort? Ah, on y va. C'est parti. Ça fait plaisir. Allez, Merci. affaire conclue, les gars. Affaire conclue. Allez, On y va. Allez, François remporte cette vente pour 88 000 euros, en déboursant 75 000 euros à l'achat, et avec les 10 000 euros de coûts de restauration, il dégage un petit bénéfice de 3 000 euros pour une prochaine restauration. Quant à Vince, il n'aura pas réussi à remporter cette course mécanique fiévreuse en 10 jours, mais il aura trouvé un sacré plan B pour notre expert.